Nous reprenons nos travaux, si vous voulez bien, avec notre ami le professeur Jean-Pierre Courtois. Jean-Pierre, où es-tu? Oui. Que Est-ce que fais-tu? vous, oui, est-ce que vous m'entendez? Très Est-ce bien. que vous, On te vous voit m'entendez? bien, on t'entend bien. Tu nous vois bien, Oui, tu nous entends bien? oui, moi je vous vois. Non, je vous vois plus maintenant. Tu ne nous vois Je plus. me vois en double. C'est normal, nous dit le C'est technicien, normal. donc pas d'affolement. Bon, D'accord. alors, mesdames et messieurs, euh, j'ai le grand plaisir de vous présenter, pour ceux qui ne le connaissent pas encore, monsieur le professeur émérite Jean-Pierre Courtois de l'Université de Mons, en Belgique. Jean-Pierre, nous sommes devenus un peu familiers puisque ça fait déjà au moins euh, presque 10 ans et tout compte fait, hein, Jean-Pierre, que Euh, nous côtoyons. Voilà. Et donc, Jean-Pierre a déjà eu l'occasion de venir plusieurs fois en Martinique, de faire plusieurs travaux avec nous. Et aujourd'hui, c'était presque naturel qu'il fasse la conférence inaugurale de notre observatoire. Donc, je vais lui céder la parole euh, avec la fin de la présentation que je vais faire de lui pour dire que c'est un homme très engagé. Jean-Pierre, non seulement a créé une association, l'association Éducation et Famille, qui est l'association sans but lucratif support de l'outil qu'évoquait tout à l'heure Madame la Formatec. Hein. Et donc, Jean-Pierre a également créé l'Association internationale de formation et de recherche en éducation familiale, une association qui publie une revue, mais qui aussi organise des congrès et des séminaires, des axes scientifiques, et qui a organisé avec nous en Martinique son 18e congrès en mai 2019 autour du thème éducation et résilience. Jean-Pierre est également président de, du réseau international des cités de l'éducation. Il est promoteur de ce concept de cité de l'éducation et il aura l'occasion de vous en parler, je ne vais pas donc m'étendre là-dessus. Cité de l'éducation qui était d'ailleurs le thème du congrès que les frères avaient tenu à Bilbao en 2015 et congrès auquel nous avions pu, une délégation de la Martinique avait pu participer. Hein. Donc voilà, c'est une longue histoire déjà, Jean-Pierre et nous. Et donc aujourd'hui, il va nous dire quelques mots. Et puis après, il a filmé son intervention pour nous éviter les aléas du, de l'Internet, hein, du gel d'images, de rupture, etc. Donc l'intervention sera projetée depuis l'ordinateur de notre technicien que je remercie, M. Olivier Auquet. Et puis il reprendra ensuite la parole pour les discussions avec nous, tout en restant avec nous pendant la projection du film. Voilà. À toi, Jean-Pierre. Merci Charles. Et d'abord, saluer mes amis martiniquais et martiniquaises, et leur dire que c'est toujours un immense plaisir que de les rencontrer et d'être en contact avec vous. Alors, avant de passer à l'enregistrement effectivement que j'ai réalisé pour éviter des difficultés techniques, je voudrais vous dire que ce que j'ai entendu au cours de cette ouverture m'enchante et que j'ai vraiment beaucoup apprécié. Chaque intervention, chaque intervenant, ce qui a été dit, je vais vous en faire une proposition. Les choses sont tellement pertinentes et dans leur contenu, dans leur perspective, dans tout ce qu'on peut imaginer, voir se développer au niveau de l'observatoire,
Ce que je vous propose, ce serait, vous avez l'enregistrement de tout ce qui a été dit par tous ces différents intervenants, ce serait de transcrire. Transcrivez chaque discours. Et lorsque vous aurez fait cette transcription, il est toujours possible de trouver de l'aide au niveau pour transcrire le texte en texte écrit, en demandant éventuellement à l'un ou l'autre professeur de français de l'enseignement secondaire de confier cette tâche à leurs étudiants. Ce sera un très bon exercice d'écriture et d'orthographe et de style. Mais quand vous arrivez à ce stade, vous pouvez en tout cas m'envoyer le résultat et je suis prêt à vous faire une analyse de contenu. De cette analyse de contenu, on pourrait résumer, donc vous donner une synthèse de ce qui a été dit. C'est-à-dire qu'on pourrait dégager cette espérance qui a été exprimée aujourd'hui, qui est très importante, cette utopie qui nous anime et qui est très importante. Et donc, imaginez qu'on arrive à faire cela, vous avez déjà acquis après une première production. Celle de ce matin, c'est un premier résultat. Et c'est déjà un premier point pour l'Observatoire, ce sera constamment de marquer des points en termes de production. Dites-moi, quelle est votre production? Je dirais qui vous êtes. Imaginez que dans un an, vous puissiez monter un nouveau colloque, et cette fois-là, avec la participation de parents, de professionnels qui travaillent dans le domaine de l'éducation, des assistants sociaux, des éducateurs, des psychologues, mais surtout des parents. Et moi, je l'ai fait, je l'ai réalisé en Mons, et ça a été un de mes plus beaux souvenirs, de donner la parole à des gens qui sont sans voix, des gens qu'on n'entend jamais. Et alors, ce sont des gens que vous pouvez découvrir, qui peuvent, avec l'appui de leurs professionnels, venir présenter les activités qui les mettent en valeur, les activités qu'ils considèrent satisfaisantes, qui les considèrent, qui les valorisent, et leur donner la parole, venir parler. Et à ce moment-là, vous pourriez faire la comparaison entre ce premier texte d'aujourd'hui enregistré, et ensuite, dans un an, le fruit enregistré auprès des gens de terrain. Et là, de la comparaison, là, vous pourrez en conclure le degré d'avancement de notre utopie. Voilà ma proposition qui fait suite à ce que j'ai entendu ce matin. Charles, qu'est-ce que tu en penses? Si je te dis que je suis d'accord avec toi, tu seras surpris. Et Thierry peut aussi en tirer parti et profit et faire l'expérience à la Réunion. Et on pourrait comparer un peu cet écart qu'il y a entre notre espérance et la réalité de terrain. Parce que le grand problème qui a été évoqué ce matin, qui est magnifique, ce sont tous les composantes de notre espérance. Mais une espérance sans une forte réalité, ce serait une catastrophe. Ça ne pourrait conduire qu'à la déception. Et ça, ce serait inacceptable. Donc, nous avons besoin d'une utopie, celle d'un monde meilleur. Et cette utopie, à quoi sert l'utopie? Si j'avance d'un pas, elle recule d'un pas. Si j'avance de 2 pas, elle recule de 2 pas. À quoi sert donc une utopie? Eh bien, elle sert tout simplement à nous faire avancer. Voilà. Mais pour avancer, encore faut-il maintenant être en contact étroit avec le terrain. Et ça a été tellement bien rappelé dans toute cette matinée, plusieurs fois, l'importance du terrain, l'importance de la culture martiniquaise, l'importance du peuple martiniquais, l'importance des problèmes rencontrés par les Martiniquais. Mais s'il y a des problèmes, les Martiniquais, ils ont plein de solutions. Dans un an, un colloque sur les solutions. Les solutions que les parents se donnent à des problèmes qu'ils rencontrent dans leur existence. Voilà comment moi je vois une concrétisation efficace et efficiente de toutes nos espérances et surtout avoir alors être à la hauteur, disons, de ce que nous avons annoncé et pouvoir dire que nous avons tenu parole. Voilà. Ça, c'était pour vous dire, voilà, ma réflexion sur les excellentes interventions sur leur contenu. C'était remarquable. En tout cas, je trouve que c'est un premier pas, une première production très importante pour l'Observatoire que celle d'aujourd'hui. Alors, venons-en un peu à la séance. Comment accompagner les parents dans un monde en 8 mois. Alors, je vais proposer de vous faire entendre mon intervention
Et ensuite, je serai à votre disposition pour questions, commentaires, réflexions et critiques. Voilà, si vous êtes d'accord, je laisse la main à notre excellent technicien qui va nous mettre à l'écran l'enregistrement. Ok, à tout de suite, Jean-Pierre. L'inauguration de l'Observatoire de la parentalité en Martinique est un événement important. Nous allons tenter dans un instant de nous en expliquer. Nous avons choisi comme titre de notre présentation « Accompagner les familles dans un monde en émoi ». Évidemment, le monde en émoi, tout le monde aura vite compris, nous ne cessons d'aller de crise en crise. Il y a tellement de crises qu'on ne peut plus parler d'une situation critique de crise. La crise étant permanente, on peut parler d'un changement carrément de civilisation. Serait-ce la postmodernité qui est en train de se construire? Rien n'est impossible. Les familles aujourd'hui ne sont plus celles d'hier. Les familles d'aujourd'hui n'ont de moins en moins de repères. Et pourtant, Dieu sait si aujourd'hui, nous savons que c'est dans ces familles et dans la famille que se construit l'avenir d'une société. Nous allons développer ce thème dans un instant. Premier élément à mentionner, c'est que c'est dans la famille que se construit l'intelligence. Et encore l'intelligence multiple, aussi bien l'intelligence émotionnelle qui est fondamentale dans le développement humain, l'intelligence cognitive, l'intelligence affective, l'intelligence culturelle, l'intelligence sociale, toutes les formes d'intelligence qui vont marquer l'être humain tout au long de sa vie se forment et prennent naissance dans la famille. C'est dire que le rôle que joue la famille en matière d'éducation est considérable. Et on peut se demander comment se fait-il que ce rôle a été si largement sous-évalué par rapport à d'autres domaines. Nous allons nous en expliquer dans un instant. C'est aussi vous dire que c'est dans la famille que se développe l'insécurité, que l'individu est victime de différentes formes d'insécurité qui lui collent à la peau et qui vont lui nuire parce qu'il n'y a pas que l'émancipation qui se fait, qui démarre, qui se construit dans la famille, mais il y a aussi l'aliénation. La famille est responsable tant de l'émancipation que de l'aliénation de l'individu. Donc, ce qui atteint souvent l'individu de manière aliénante, c'est l'insécurité. C'est aussi le sentiment de rejet, de ne pas être conforme à un système, de se sentir sur la touche. Et là, c'est dans la famille que ces sentiments se développent et naissent et se développent. Et puis, le plus incroyable, c'est le sentiment de désespérance. En fait, ce sont les familles qui remplissent les individus d'avenir. Ce sont les familles qui donnent le sentiment d'acceptation dans une société. Ce sont les familles qui permettent des attachements sécures. Autrement dit, c'est la famille qui construit la société. L'influence qu'exerce la famille sur le devenir de l'humanité est considérable. Et on peut se demander pourquoi maintenant il en est ainsi dans le sens qu'on a fortement négligé son rôle essentiel. Peut-être parce qu'il est trop important. Parce que la prise de conscience en est difficile. En réalité, si on regarde un instant l'évolution historique de nos sociétés, on peut s'apercevoir que la famille a toujours, de tout temps, joué un rôle considérable. Son premier rôle a été de conditionner la vie quotidienne. Et ça, c'est-à-dire les sociétés étaient précaires. Elles étaient soumises à des guerres, à des épidémies, à toutes sortes d'éléments maléfiques, et donc la société devait survivre. C'était la société de la survie. Et la société de survie, pour ce faire, s'appuyait sur les familles et en termes de conditionnement. Il fallait conditionner à l'identique, reproduire à l'identique, et cela durait pendant des siècles. C'était le rôle de la famille. Jusque vers le 18e et surtout le 19e, où là, la famille a joué un deuxième rôle, le rôle de socialisation. L'ère industrielle étant arrivée, il fallait apprendre les gestes qui conviennent pour l'entreprise. Et pour cela, il fallait socialiser l'individu, le structurer dans le temps, lui faire apprendre des habiletés également, pour qu'il puisse, des habiletés sociales surtout, c'est la socialisation. Voilà. La troisième étape a été celle du XXe siècle.
Le XXe siècle s'est focalisé sur l'enseignement. La famille a été même séparée des écoles. On a créé des écoles indépendantes des familles avec des internats parce qu'on considérait que les familles n'étaient pas capables d'enseigner à leurs enfants les gestes nécessaires pour le travail dans les entreprises, dans les institutions. Et donc, c'est devenu le siècle de l'enseignement. Et puis arrive le 21e siècle qui remet en question, c'est-à-dire on continue donc à socialiser, bien entendu, on continue à conditionner, bien entendu, grâce à la famille et par la famille, on continue à enseigner aussi et surtout par la famille. On a négligé très fort l'apport implicite de l'enseignement implicite qu'exerce la famille, et puis aujourd'hui, on se demande, mais où est donc l'éducation? Et l'éducation nous arrive de plein fouet, en pleine figure au 21e siècle. Suite aux multiples crises de cette société en émoi. Ça veut dire que nous devons construire un monde nouveau. Et nous espérons que ce monde nouveau sera meilleur que celui qui précède. Et c'est dans cette notion d'amélioration, dans cette conception d'un monde nouveau, plus accueillant, plus acceptant, plus sécure, que va se nicher le concept d'éducation. Ça veut dire qu'il y a éducation quand il y a émancipation. Il y a éducation quand nous posons un acte qui améliore notre bien-être. Et donc, il faut revisiter le conditionnement qui, lui, pouvait être tout sauf nécessairement émancipatoire. Il faut revisiter la socialisation qui pouvait être tout sauf émancipatrice. Rappelez-vous, sous le règne hitlérien, les mères du Troisième Reich hitlérien qui socialisaient leurs enfants pour qu'ils aillent dénoncer leur père. Une socialisation aliénante. Donc, toutes ces différentes dimensions peuvent être aussi bien aliénantes qu'émancipatrices. Et la troisième, l'enseignement, la même chose. On enseigne des connaissances sans qu'il y ait eu de questions au préalable. Donc, là aussi, l'enseignement n'a pas une fonction éducatrice nécessairement. Et puis arrive maintenant la famille. La famille joue dans tous ces différents tiroirs. Elle conditionne, elle socialise, elle enseigne et elle éduque. Et voilà pourquoi aujourd'hui, l'Observatoire de la parentalité joue un rôle important parce qu'il pose de plein fouet la question comment faire en sorte qu'on puisse s'émanciper grâce et par l'éducation familiale. Parce que c'est cette éducation familiale que nous emportons toute notre vie. Jusqu'à notre dernier souffle, nous en sommes marqués. C'est la théorie de l'empreinte qui vient à l'appui de ce que je suis en train de développer. Nous emportons les empreintes du milieu familial pour toute notre vie, pour le meilleur comme pour le pire. Et voilà pourquoi l'Observatoire de la parentalité est appelé à jouer un rôle considérable. Il reste encore qu'il faudra lutter, bien entendu, au sein de nos sociétés contre l'isolement, contre la déconsidération, contre la déstructuration. C'est voilà bien un endroit capital pour l'avenir de l'éducation familiale. Donc, les objectifs de l'Observatoire de la parentalité sont multiples. Et le principal, évidemment, c'est de viser l'émancipation individuelle et collective. Alors, il faudrait savoir que dans la famille, il n'y a pas que la parentalité. La parentalité, en tant que pratique, est aussi fortement influencée par le couple conjugal, par le couple social, par le couple qui forme le couple culturel. Donc, la parentalité est également un des vecteurs de l'éducation. Mais il faudra savoir qu'il y a aussi la fratrie qui joue un rôle considérable sur le développement humain. Maintenant, on parle beaucoup d'une parentalité bienveillante. C'est un concept clé. Encore faut-il qu'on la distingue de la parentalité positive, où il n'y aurait que des choses positives à retenir, ce qui conduirait évidemment à une absence de structure. Ça veut dire que l'individu, pour faire développer une parentalité bienveillante, doit également avoir des obstacles, doit également traverser des épreuves, doit également se structurer, vivre dans un monde structuré. Donc, il y a des différents facteurs de protection, des facteurs de vulnérabilité qui se trouvent dans la famille. Une des grandes questions qui va se poser aux familles, évidemment, c'est comment susciter le désir d'un meilleur développement. Là, il faudra lutter contre le fatalisme. Une mère me disait, que voulez-vous que je change? Demain, on peut être mort, donc restons
immobile, sans rien faire, sans rien changer. En démocratie, il y a deux fonctions fondamentales. La première, c'est celle de protection. La deuxième, c'est celle d'émancipation. Et ces deux fonctions, elles touchent aussi bien la famille, les institutions que le monde politique. Un maire dans une commune a deux fonctions, protéger sa population et émanciper sa population. Un père, une mère dans une famille a deux fonctions, protéger ses enfants et en même temps émanciper ses enfants. Donc, vous voyez que nous sommes là vraiment au cœur d'une société. Les familles fabriquent la société encadre les familles. Donc, il y a là énormément de points à développer pour éviter le mal-être, pour éviter le désarroi, pour lutter contre le fatalisme. Bref, il faut constater que le développement doit beaucoup à la parentalité, il doit beaucoup aux familles, il doit beaucoup au contexte, et donc nous allons bien entendu poser la question, mais comment développer, comment agir maintenant pour accroître, augmenter, rendre positif ces différentes dimensions et en même temps lutter délibérément avec une énergie sans limite contre l'aliénation. Il faudrait se souvenir d'une phrase que une des personnes qui était venue me consulter me disait en sortant de l'entretien, « Monsieur, c'est fou ce que le développement humain est sans limite. C'est fou ce que le développement humain est sans limite, sauf que c'est l'éducation qui lui en impose. » Et voilà, le rôle de l'Observatoire de la parentalité, c'est d'accompagner les familles dans un monde en émoi pour que justement les limites reculent au plus loin qu'il soit possible et qu'elles disparaissent et que à l'horizon, ce soit l'horizon d'un monde meilleur qui puisse s'installer, se créer avec la participation de tous, sachant que les structures de tous bords, les structures familiales, les structures institutionnelles, les structures sociales sont en plein changement. C'est un monde nouveau que la famille est appelée à rencontrer, que la famille est appelée à créer. Et c'est là que l'Observatoire de la parentalité est invité à accompagner les familles dans cette évolution créatrice. Voilà pour la première partie. Nous allons maintenant aborder la deuxième partie, comment agir avec et grâce à l'Observatoire de la parentalité. Dans cette deuxième partie, je voudrais m'arrêter sur le terme « accompagner ». C'est un terme très important, on va s'en expliquer. Mais il y a une première chose, c'est que des grands penseurs comme Nietzsche, comme Freud, comme Marx disaient dans la vie l'essentiel, c'est d'agir. Donc, agir, c'est la préoccupation essentielle de l'Observatoire. Mais quelle action l'Observatoire va-t-il mettre en place? Sachant que d'entrée de jeu, attention, il y a des actions qui sont parfois bien nuisibles. Donc, ce n'est pas automatiquement positif. Il ne faut pas non plus imaginer un monde idéal. Alors, que faut-il imaginer pour entrer en action? Eh bien, une des premières choses, c'est de savoir que le terrain est le repère essentiel. On part du terrain et on retourne au terrain. Et donc, il faut savoir que la première chose que l'individu a besoin, son premier besoin identitaire, c'est ce qu'on appelle un besoin d'identisation. Le second sera un besoin d'identification à la culture, d'ambiance générale. Donc, le premier besoin d'identitisation. Que veut dire ce besoin d'identitisation? Eh bien, simplement, l'individu a besoin d'exister. Il veut être reconnu. Il veut être considéré. Il veut communiquer avec son entourage et être valorisé. Il veut recevoir des renforcements positifs. Il veut aussi être stimulé et stimuler son monde. Donc, c'est ça qu'on appelle le besoin d'identisation. Donc, la première chose, le premier objectif pour l'Observatoire, c'est comment aller à la rencontre de ce besoin d'identitisation. Comment faire exister la population martiniquaise. Comment faire exister la parentalité en Martinique? Comment faire exister la famille? Il faut se dire, en premier, que dans tout le circuit que nous accomplissons, c'est si la famille agit de la façon dont elle le fait, c'est qu'elle a considéré que c'était la meilleure façon pour elle d'agir. Donc, première étape, reconnaître, accepter l'action que développent les comportements, que développent les familles dans leur entourage, dans leur environnement. Premier point. S'ils sont reconnus, valorisés dans ce qu'ils font,
alors ils vont passer au deuxième besoin, qui est le besoin d'identification. Ça veut dire que c'est seulement à ce moment-là que la porte du changement va pouvoir s'ouvrir. Ça veut dire qu'ils pourront éventuellement prendre conscience qu'après tout, ce qu'ils font, ça pourrait être fait différemment. Qu'après tout, ce qu'ils font, ça peut être amélioré. Qu'après tout, ce qu'ils font, ils peuvent changer de cap et donc obtenir un meilleur rendement, un meilleur résultat, un meilleur bonheur. Voilà, l'identification, concept extrêmement important. Donc, l'identification par rapport à l'identification. Savoir, et j'insiste beaucoup sur les actions qui sont menées et qui sont au risque d'être nuisibles. Alors, quels sont les différents axes des actions à mener? Eh bien, on pourrait dire qu'un des premiers points, c'est accepter le refus qu'une famille manifeste envers tout contact, envers toute formation, envers toute information. C'est le droit le plus élémentaire dans une démocratie. Le droit de dire non. Et ce droit de dire non est respectable. C'est la première étape. Et il faut s'en satisfaire. La question, évidemment, comment peut-on par la suite évoluer? Eh bien, par la suite, on peut espérer que ce non puisse se transformer. Se transformer en quoi? Mais tout simplement, la famille peut être sensible, arriver à une acceptation, à un degré d'écoute. Donc, c'est cette première étape de la sensibilisation, de montrer des signes de sensibilisation. Et ensuite, l'étape qui viendra après, c'est l'étape de participation. Donc, de la sensibilisation à la participation. Et, attention, la participation, c'est aussi avec la sensibilisation sur les étapes où la famille peut possiblement recevoir des informations. Et puis, après cette participation, je viens chez vous, j'accepte de vous écouter, de vous entendre, j'accepte de partager avec vous un moment. C'est pas pour autant que je partage les valeurs que vous êtes en train de me proposer, de développer devant moi et que vous me proposez. Donc, après la participation, ce sera le stade de la coopération. À ce moment-là, la coopération, ça voudra dire que l'Observatoire va définir avec les familles un objectif atteint. Ça peut être l'amélioration du quartier, ça peut être l'amélioration des pratiques vis-à-vis d'une institution, vis-à-vis de l'école, ça peut être l'amélioration des activités de culture dans un environnement, et ça peut être aussi le réseau social. Et je pense particulièrement aux familles monoparentales qui ont besoin d'un accompagnement très suivi, très important, parce qu'elles sont souvent soumises à l'urgence, à des situations critiques sur le plan économique, sur le plan de la santé, sur le plan de la scolarité. Donc, arriver au stade de la coopération, c'est déjà un très, très grand succès. Et puis, parfois, on peut encore monter d'un cran et arriver au stade de l'implication. Si vous voulez, c'est le sommet du travail social, des agents, des assistants sociaux, notamment des éducateurs, des psychologues. C'est lorsqu'ils parviennent au stade d'impliquer les sujets, les familles, les parents, les enfants aussi, les adolescents, dans une action d'éducation. Parce que dans ce cas-là, c'est l'objectif qui est choisi. C'est un objectif qui est le leur, qui leur appartient. Et donc, ils y mettent toute leur chaleur, le désir de le construire, d'agir grâce à ce qu'ils considèrent comme étant un changement positif pour eux. C'est vraiment l'entrée dans l'émancipation qui est recherchée par l'éducation. Donc voilà, le refus, consentir, participer, coopérer, s'impliquer. Voilà les différentes étapes que l'Observatoire va développer dans son environnement. L'Observatoire, bien sûr, aura un rayonnement international. Bien sûr, l'Observatoire doit se soucier des contacts multiples avec d'autres institutions universitaires internationales, mais c'est un objectif, mais l'objectif central de l'Observatoire, c'est le terrain, c'est sa population, c'est de lutter contre l'aliénation et c'est d'arriver aussi à l'émancipation. Je voudrais m'arrêter un instant sur le cas des familles monoparentales parce que la nouvelle famille se développe de plus en plus. Et donc là, il faudra tenir compte. Alors, il y a une chose qui est très importante en matière d'éducation,
c'est que pour les familles monoparentales. Ce qui est un point crucial, c'est l'absence de travail. Souvent, les familles monoparentales sont touchées par le chômage, par la précarité, mais surtout par le chômage. Et il a été démontré que si on veut avoir un véritable et profond changement, il faut se préoccuper de donner aux parents une activité qui valorise, qui les valorise dans la communauté, que ce soit avec salaire ou pas, que ce soit bénévole ou volontaire, le volontariat, peu importe. L'important, c'est d'arriver à créer, à rechercher avec eux et autour d'eux, arriver à leur proposer une activité, c'est capital parce que ça donne du sens, ça crée de la communication, ça crée du lien, ça amène des valeurs, ça restructure le milieu. Donc, c'est la première étape. Et la deuxième étape, si on y parvient, alors vous aurez des familles monoparentales qui accepteront plus facilement de coopérer avec vous et possiblement d'arriver à l'implication en matière d'éducation. Ça a été démontré. Il a été démontré déjà depuis un demi-siècle que lorsque on avait des parents touchés par la débilité mentale d'origine sociale, culturelle et sociale, si l'on pouvait arriver à leur proposer une activité responsable dans la société, agir, être considéré dans la société par l'activité professionnelle, alors ils acceptaient en contrepartie de participer à la formation en éducation et il était démontré que la débilité sociale ne se reproduisait pas, qu'on pouvait rompre le cercle infernal de la débilité qui engendre la débilité. Et donc la souffrance qui engendre la souffrance, qui est très largement vécue dans les familles monoparentales parce qu'il y a urgence, parce qu'il y a des difficultés de santé, parce qu'il y a des difficultés scolaires, eh bien, il est tout à fait possible de vaincre ces difficultés et d'arriver donc à un résultat tout à fait positif avec et par le travail et l'engagement des familles monoparentales. Beaucoup de respect, beaucoup de considération, beaucoup de structuration. Voilà ce qui va conduire l'Observatoire à développer dans son espace martiniquais avec et surtout arriver à obtenir la confiance des familles et peut-être bien repérer les familles qui sont parfois un peu plus avancées que d'autres, qui ont parfois un développement plus positif que d'autres, les repérer et les mettre en partenariat en termes de tuteurs de développement avec d'autres familles. C'est sans doute là créer peut-être des familles ambassadrices de développement, des parents ambassadeurs de développement. C'est aussi une pratique qui est tout à fait à développer. Il faut vous dire aussi qu'il existe des outils que nous mettons à votre disposition pour agir. Un des plus importants est sans doute le réseau des cités d'éducation, www.leris.org, et vous aurez tous les multiples autres lieux où les tentatives similaires se développent et que ces autres lieux pourraient aussi bien profiter des avancées que l'Observatoire de la parentalité en Martinique va à coup sûr réaliser et nous faire bénéficier. Voilà pour la deuxième partie. Maintenant, je me propose d'arriver à la troisième partie, qui est une partie de conclusion. Pour conclure, il faudrait aborder les différentes fonctions que l'on peut confier à l'Observatoire de la parentalité. L'Observatoire de la parentalité a pour visée de favoriser les bonnes rencontres et les bonnes pratiques. C'est le premier objectif de l'Observatoire. Les bonnes pratiques que les familles ont choisi d'utiliser, les bonnes rencontres à développer grâce à l'Observatoire, soit dans son espace institutionnel, soit dans l'espace communautaire. Un deuxième objectif, c'est que l'Observatoire cultive les formes de changement. Et là, les formes de changement, c'est pas la chose la plus compliquée, mais il convient de travailler avec l'ensemble des familles, de faire ce que nous appelons volontiers la formation pluriréférenciée. Ça veut dire que chaque famille, agissant à sa façon, a quelque part des éléments positifs à faire valoir. Et donc, on recherche les éléments positifs que les familles ont pu créer dans leur pratique, dans leur monde vécu, et le faire partager aux autres familles. Ce sont donc les débuts des formes de changement qui vont se développer. Troisième
objectif de l'Observatoire. C'est d'apporter un soutien psychosocial et pédagogique, soit sous forme d'information, et là, on peut penser à la Formatech, www.formatech.be, et là, les Martiniquais ont à leur disposition un accès à cette Formatech pour leur donner des repères, leur donner des connaissances qui vont venir, en tout cas soutenir possiblement des croyances qui sont les leurs, ou peut-être changer leurs croyances, parce que vous savez qu'il n'y a rien de plus difficile que de changer un préjugé, que de changer une croyance, et pour cela, il faut travailler avec des connaissances. Donc, il y a ce rôle-là que l'Observatoire doit pouvoir jouer, soutien psychosocial et pédagogique. Encore un autre objectif, c'est que l'Observatoire est un centre de communication, c'est un centre de structuration, c'est un centre de formation. C'est-à-dire qu'il ne faut pas perdre de vue que nous avons des balises pour un meilleur développement. Et à coup sûr, l'être humain est un être de communication. Toutes les formes possibles de communication entre les familles, au sein de la famille, avec les institutions. Au passage, une parenthèse pour vous dire que dans la communauté, il y a la famille qui joue un rôle important dans l'éducation, dans le développement, mais n'oubliez pas que l'entreprise, le travail, l'entreprise, les institutions qui occupent les parents ont un rôle capital à jouer sur le développement humain. Donc il y a aussi les organismes culturels, les organismes sportifs, les organismes de santé. Tous ces organismes jouent un rôle considérable sur l'éducation, et donc la communication en direction de ces différents centres est très importante. Il faut donc travailler. L'Observatoire est un centre de communication, de structuration. Là, ce qui différencie le plus les familles en développement des familles aliénantes, c'est dans les familles aliénantes, vous avez un désordre total, vous avez une absence de structuration. Si ce n'est qu'aléatoire, ce qui se manifeste. Remplir d'avenir les enfants, c'est structurer l'avenir des enfants. C'est un des grands objectifs pour demain que doit rencontrer l'Observatoire de la parentalité. Aider les parents à remplir leurs enfants d'avenir. Ensuite, un autre objectif, c'est que l'Observatoire doit prôner aussi le recours aux méthodes pédagogiques actives, qui sont centrées essentiellement sur la participation, sur l'implication du sujet, qui sont centrés aussi sur son désir d'exister et sur son plaisir, le goût de la vie. C'est donner aux gens ce goût de la vie, et ce sont les méthodes actives. Et en dernier point pour ces méthodes actives, c'est vous dire que l'intelligence émotionnelle précède l'intelligence cognitive, qui elle va aussi accompagner l'intelligence sociale, et qui les deux vont se soutenir mutuellement. Vous dire aussi que l'Observatoire doit absolument développer la co-éducation avec toutes ces instances scolaires, institutions de travail, les lieux de travail, les entreprises, le monde de la culture, le monde de la santé, toutes les institutions qui peuvent exister. Et puis, je vais vous dire un point encore pour l'Observatoire, c'est que l'Observatoire est un catalyseur de l'énergie éducative. C'est-à-dire qu'il doit éveiller l'énergie éducative qui se trouve tellement dispersée dans ce monde, mais si on y croit, elle finit par advenir. Donc il faut y croire, il faut savoir qu'elle existe, et c'est qu'avec une attitude de positivité qu'on finit par la faire émerger, puisque de toute façon, notre postulat, c'est qu'elle existe. Chaque individu vivant possède une volonté, une possibilité de s'émanciper. Et c'est un des derniers points pour l'Observatoire, c'est que l'Observatoire est un outil d'émancipation individuelle et collective. Voilà les différentes fonctions que l'on peut attribuer, et bien d'autres encore, mais celles-là sont certainement à travailler une par une, avec les collègues, avec les professionnels, avec les assistants sociaux, avec les psychologues, avec le corps des professionnels, où qu'ils soient en privé comme dans les secteurs publics. Peu importe, c'est d'arriver à ce que tous ensemble, on puisse accompagner les familles de la meilleure façon qui soit. Je vais maintenant aborder le tout dernier point, qui est ce que je vais appeler l'évaluation nécessaire à toute entreprise. Pour conclure, un regard sur la question de l'évaluation.
Il ne peut y avoir une entreprise comme celle qui s'inaugure aujourd'hui, de l'Observatoire de la parentalité, sans poser la question de l'efficacité et de son efficience. Alors, à ce niveau-là, il faut dire et répéter qu'il a été démontré que dans le domaine qui nous occupe, de la parentalité, du travail social, de l'activité, des activités culturelles et de l'accompagnement donc des familles, $1 qui est investi dans ce domaine en termes d'intervention, en termes de soutien, rapporte à la société $6. Il a été démontré que le type d'intervention que nous prenons, que nous développons, réduisent le chômage, permettent aux gens de se réactiver, de revenir sur le marché de l'emploi, permet aux gens de réduire aussi les effets néfastes sur la santé, donc de retourner à une santé plus positive. Aussi, moins d'emprisonnement, moins de délinquance, moins d'assuétude. Bref, beaucoup plus de participation collective à la société et beaucoup plus d'activités positives en général. Il ne faut pas s'en priver de le signaler, c'est qu'il y a là un gain considérable pour la société. Un autre point qu'il faut aussi signaler, et c'est le cas de le dire, c'est que les actions que nous prenons sont susceptibles d'augmenter l'intelligence générale des enfants, des adolescents et même encore possiblement des parents. Il a été démontré que par des actions d'éducation familiale sur des jeunes enfants, vous pouvez aller jusqu'à augmenter de 30 points le quotient intellectuel des enfants. C'est considérable. Donc les enjeux sont vraiment fondamentaux. Et il nous reste à dire que pour cela, il faut développer des actions d'information, des actions de formation, et peut-être aussi à côté, avec l'Observatoire, de créer une maison de la parentalité, ou encore une autre étiquette, une autre appellation qui a été créée dans le pays flamand en Belgique, et qui s'appelait le magasin pédagogique. Ça veut dire qu'il existe dans la communauté, dans la ville, dans la région, un lieu où 24 heures sur 24, un membre d'une famille peut se présenter et obtenir de l'aide éducative. À toute heure de la nuit, de la journée, père, mère, parents, enfants, adolescents peuvent frapper à une porte et y trouver un assistant social, une infirmière, un médecin, un pédagogue, un psychologue, et puis on peut de la sorte éviter d'aller vers les catastrophes que l'on sait et donc d'arriver à des gestes innommables et toujours sanctionnés par la suite, et ce qui ne résout pas le problème. Donc, voilà, ce qui est très important, c'est d'avoir ce lieu de rassurance. Et en même temps, il ne faut pas oublier non plus qu'il faut que les membres de l'Observatoire examinent les effets inattendus de leurs actions, les effets imprévus. Évidemment, il y a les effets prévus, ce sont ceux dont nous avons pu parler aujourd'hui, mais il faut examiner les effets imprévus, positifs comme négatifs. Les effets pervers que l'on peut susciter aussi, il ne faut pas l'oublier. C'est ce qu'on appelle donc l'obligation d'évaluation qui se développe dans ce qu'on appelle la recherche-action. Donc, c'est éviter évidemment les effets pervers qui sont, c'est-à-dire faire croire aux individus que d'office ils peuvent être résilients, c'est complètement insupportable. La résilience, c'est un processus qui demande un long chemin, et la première étape, c'est certainement celle de la résistance à l'adversité et aux méfaits et au fracas. Donc, de la résistance à la résilience, c'est le chemin que doit emprunter l'Observatoire auprès des habitants de la Martinique. Et pour dire un dernier mot, je pense à une phrase de Boris Cyrulnik qui dit « Il est toujours possible de souffler sur une braise de résilience ». Évidemment, c'est l'important, c'est de penser qu'elle peut toujours exister, qu'il est toujours possible que l'individu puisse rebondir et traverser donc les épreuves et arriver donc à cette vie nouvelle qui débouche sur un bien-être manifeste. Il y a une autre phrase de Sénèque qui dit « Ce n'est pas nécessaire d'attendre que la tempête passe, il faut apprendre à danser sous la pluie ». Donc, il n'est pas nécessaire d'attendre que tout soit résolu. C'est même pendant les situations les crises les plus difficiles qu'il faut apprendre à danser sous la pluie, selon la phrase de Sénèque. Et pour terminer avec un auteur que j'apprécie beaucoup, un philosophe qui est Nietzsche, qui dit voilà, créer
Voilà la grande délivrance. Créer, c'est la grande délivrance. Voilà ce qui rend la vie plus légère. Voilà, c'est tout le bien que je peux souhaiter aux Martiniquais et grâce à aux actions que va développer l'Observatoire de la parentalité. Voilà. Portez-vous bien et que le succès soit au rendez-vous. Je vous remercie de votre attention bienveillante et vous souhaite un plein succès dans vos actions éducatives. À bientôt. Nous revoilà dans les conditions du direct, comme on dit. Jean-Pierre, es-tu là? Oui, esprit, es-tu là? Je suis là. Bon, très bien. Donc là, on va se partager l'écran, à savoir que toi, tu es avec nous en plein écran, et grâce au doigt magique là d'Olivier, tu devrais nous voir toi aussi très bien. Oui, je te vois en partie, d'accord. D'accord. Parfait. Eh bien, mesdames, messieurs. Une question qui nous préoccupe, Monsieur Courtois, et merci pour votre intervention. Ça nous amène à ouvrir des espaces de réflexion et peut-être de voir la parentalité avec un autre visage et surtout une dimension beaucoup plus grande. Vous avez parlé des familles monoparentales, le gouvernement parle des familles monoparentales, tout le monde veut mettre quelque chose en place pour accompagner les familles monoparentales, il y a des prestations qui existent, mais est-ce qu'on n'est pas uniquement dans la réparation? Je ne dis pas qu'il ne faut pas réparer, hein. Alors que l'objectif dans un territoire comme le nôtre, où on était à 40% de monoparentalité, c'est 17% je crois en métropole, ou 15%, on est passé à 42%. Est-ce qu'il ne faut mieux pas viser la coparentalité ou une famille normale, structurée, et qu'est-ce qu'on peut faire pour investir dans un futur de famille structurée avec 2 parents, à votre avis? Merci pour la question. C'est évidemment le premier point de ma réponse, c'est de revenir sur le mot réparation. Notre société a vécu vit toujours d'ailleurs, avec une forte prégnance sur le concept de réparation, sur tout le problème de thérapie, de thérapeute, de psychiatre. Et là, ça veut dire que notre société est toujours très fortement proche de la société religieuse. Parce que qui dit réparation dit quelque part implicitement qu'il y a une faute qui a pu être commise et il faut réparer, pour sanctionner. Donc, on voit un peu le passage entre l'ère des croyances religieuses à l'ère des croyances civiles laïques. Ça ne se fait pas aussi facilement qu'on l'imagine. Ça, c'est un premier point. Donc, je reviens sur la philosophie sous-jacente au concept de réparation. C'est un immense travail qu'il appartiendra à l'Observatoire d'engager, parce que il faudrait qu'on s'entende, qu'on construise quelle est l'image de l'homme et de la société que nous portons. Et donc, l'image, elle est soit, comme on vient de l'évoquer, avec cette notion de réparation, de faute, de péché, et donc de sanction. Et donc là, cette voie-là, elle est presque, on peut dire, avec une issue extrêmement limitée. Et à la limite, c'est l'emprisonnement. Hein, quand il y a passage à l'acte, il y a agression.
Voilà, on est dans, même la prison serait une tentative de réparation. Mais, écoutez, il faut commencer maintenant à examiner cette image de l'être humain et revenir un peu à ce que déjà Jean-Jacques Rousseau disait. L'être humain né bon, c'est la société qui le corrompt. Donc, si on revient, c'est un pari. C'est un pari qu'il faut faire, considérer que l'être humain est bon. Et puis, si on y croit, on peut finir par le montrer, le démontrer et l'installer. Alors moi, à la place de réparation, je parlerai de co-construction. La vie est difficile pour tout le monde et nous sommes souvent branchés sur le concept de problème. Mais non, nous pouvons changer le cap et dire, s'il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. Il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. Dans le discours de tout à l'heure, on parlait un peu des gens qui arrivaient avec un problème, puis encore un problème, et puis le même problème. On disait, c'est finalement le patient, le sujet qui se présente, qui est le problème. Bien sûr. Mais s'il vient avec un problème, c'est qu'il a une solution quelque part. Et ça, c'est déjà connu dans le domaine de la psychanalyse. Si on pose une question, si on a un problème, c'est parce qu'on a une solution à proposer qui n'aboutit pas. La solution n'aboutit pas. Donc, il y a toute une philosophie à reconsidérer dans le travail social et dans l'image positive de l'être humain, quel qu'il soit. Des gens comme Don Bosco ne posaient jamais de questions aux adolescents délinquants qu'ils recevaient sur leur passé. Ils ne voulaient pas du tout aborder cette question, en tout cas dans les médias. Ça arrivait beaucoup plus tard, quand le sujet voulait en parler. Donc, il y avait dans Paul Aufer, la même chose. Célestin Freinet, idem. Tous les grands pédagogues ont été au rendez-vous pour nous présenter une image positive de l'être humain. Donc, voilà. Et à partir du moment, il y aura bien sûr des cas de réparation. Il y a des cas de réparation quand il y a une souffrance grave, manifeste, répétitive. Et à ce moment-là, ça appartient à la thérapie, ça appartient donc au côté thérapeutique pour prendre en charge ces souffrances qui empêchent l'être humain d'exister et de vivre. Là, dans ces cas-là seulement, la question de la réparation se pose. C'est une réparation psychologique. Et donc, c'est tout le domaine de la pathologie qui est au rendez-vous. Mais il n'y a pas que la pathologie dans nos sociétés. Il y a aussi le développement régulier, que je n'aime pas dire normal, mais le développement émancipateur, je préfère ce terme-là, qui lutte contre l'aliénation, contre la réduction même de son émancipation. Donc, alors, je viens maintenant pour des cas concrets dans les familles monoparentales. Bien sûr que c'est très difficile pour elles d'exister, de vivre, mais il faut comprendre immédiatement que certaines s'en sortent mieux que d'autres. Mais deuxième point, que les familles monoparentales utilisent des stratagèmes, des pratiques qui sont absolument extraordinaires et qui sont peu connues, peu diffusées, peu analysées. Donc, je pense que l'Observatoire, on pourrait même d'ailleurs lui donner un deuxième nom, ce serait un exploratoire des bonnes pratiques dans les familles monoparentales. Donc, aller vers les familles monoparentales, leur dire, voilà, vous êtes dans des situations particulières et nous constatons que vous avez choisi tel comportement, telle pratique, telle stratégie, c'est parce que vous avez estimé que c'était la meilleure stratégie, le meilleur comportement, la meilleure façon de faire. Eh bien, nous allons en discuter avec une autre famille, avec une troisième famille. C'est ce que nous appelons les formations pluriréférenciées. C'est-à-dire que la référence vient d'autrui. Donc, première étape, prendre en considération ce que font les gens. Même l'acte moi, j'ai beaucoup animé des groupes de parents et de familles monoparentales. Et il y avait dans certains cas des mères qui disaient, bon, elles étaient sévères et punissaient sans arrêt leurs enfants. Bon, ben, c'était n'en sortaient pas. D'autres n'avaient aucune structuration, aucune discipline, aucune règle. Ils n'en sortaient pas. Et lorsqu'on leur donnait la parole, à ce moment-là, on exprimait qu'il y avait un degré d'écoute du monde vécu de ces familles. Et lorsque ces gens-là se sentaient écoutés, alors ils devenaient sensibles à écouter d'autres familles qui faisaient une analyse différente et qui surtout
proposer des pratiques nouvelles qui pouvaient possiblement être tentées, expérimentées. Voilà. J'ai beaucoup de fois travaillé avec cette forme-là, et je dois vous dire que c'est pas gagné, il faut beaucoup de modestie, parce que vous savez, changer un préjugé. C'est très difficile de changer des pratiques qui sont installées. Et un endroit où j'ai beaucoup souffert professionnellement, c'est quand je travaillais avec des familles les plus démunies, où il y avait des gens qui étaient tellement confrontés à des difficultés matérielles et qui avaient utilisé des conduites très ciblées et parfois pas toujours très respectueuses des droits humains. Mais ces gens-là n'ont pas tellement eu le choix de faire autrement. Et donc, ces gens-là, ils avaient de tels préjugés, ils avaient de telles croyances en leurs possibilités qu'ils ne pouvaient plus accéder à la moindre connaissance venant d'un côté, venant d'une autre famille. Ça, c'est un problème. C'est le grave problème. Et la réponse, c'est qu'il faut néanmoins et toujours écouter le terrain, l'entendre, le considérer, le mettre en communication, faire dégager des structures qui ont été choisies, et à partir de là, un possible changement. Le concept de changement, c'est un sacré mot. Hein. On ne change pas facilement. D'abord, l'être humain n'aime pas changer. Donc, le concept il aime la permanence. Il est sous nous sommes sous l'effet de l'angoisse et de l'incertitude et donc du stress. Donc, il faut accepter cette angoisse, cette incertitude, ce stress. Mais lorsqu'une famille est prise en compte, considérée, et ensuite avec d'autres familles qui ont également d'autres problèmes et qui ont trouvé d'autres solutions, un partage de solutions est possible, à condition, j'en termine, que le maître mot prendre en considération, développer de l'empathie. La première étape, c'est l'empathie. Et si vous agissez de la sorte, vous verrez que les professionnels de terrain connaissent bien ce que je viens de vous dire, obtiennent de meilleurs résultats. Voilà, c'est donc une proposition. Je vous fais une réaction sur base. Je vais peut-être vous donner un autre exemple, si vous m'entendez toujours. Un autre exemple, c'est quand j'ai commencé mes travaux dans l'éducation familiale il y a pas mal d'années. Au tout début, lorsque j'étais à la tête d'une équipe de recherche, on m'a dit voilà, j'ai proposé de travailler sur la famille, parce que j'avais passé des années dans l'enseignement, j'avais constaté que c'était les familles qui conditionnaient leurs résultats scolaires. Et donc, au tout début, il n'y avait pas grand-chose en Europe occidentale francophone. Il y avait un petit peu d'avancée aux États-Unis dans les années 60. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai commencé à faire des photos des pratiques qui étaient les miennes avec mes enfants, avec nos enfants. Et donc, j'ai constitué un montage que j'ai appelé les droits de l'enfant à l'éducation. Et j'allais d'école en école, de public en public, de leur montrer la bonne voie, comment bien l'éduquer. C'était pendant une phase que plus tard je vais appeler la phase coloniale, que j'ai quittée totalement maintenant, qui me paraît complètement obsolète et à fuir, sauf si elle est demandée au statut. Et alors, un soir, je sortais d'une réunion qui avait particulièrement bien fonctionné. Le concierge qui fermait la porte, je lui dis, tiens, vous avez assisté à la séance, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous êtes content? Il me dit, oui, c'est formidable, mais, je dis, comment? Vous avez dit mais? Pourquoi avez-vous dit mais? Écoutez, monsieur, il me dit, moi, ma femme, elle m'a quitté hier. Moi, j'ai une santé qui est défaillante, je suis alcoolique, j'ai 2 enfants, je ne sais pas ce que je vais leur donner à manger demain matin, demain soir. Qu'est-ce que vous voulez que j'applique le principe que vous avez évoqué? Je suis venu au monde ce jour-là. J'ai pris conscience de ce qu'était mon système était terriblement agressif vis-à-vis des gens qui étaient dans des états de souffrance, qui ont proposé des pistes qu'ils n'étaient pas capables d'emprunter. Conclusion, il faut inverser complètement
le modèle pour partir des pistes que les personnes ont élaborées, se sont données comme solution, et ensuite on voit avec elles quand elles arrivent. Oui, en fait, ce qu'il faudrait, c'est créer la théorie de la Martinique en éducation. Donc, partir du terrain, dégager quels sont les principes théoriques des Martiniquais en éducation. Et ensuite, repartir vers les théories éducatives, comme j'ai cité tantôt des auteurs. Et aujourd'hui, nous avons énormément de connaissances sur les facteurs de protection et les facteurs d'émancipation. Mais une chose à la fois. Oui, bonjour. Famille monoparentale, ça conjugue bien souvent avec famille économiquement faible, chômage, emploi précaire, voire désespérance. Et j'ai entendu la phrase « aider les parents à remplir les enfants d'avenir ». Le gap. Là, c'est toujours, merci pour la question, c'est absolument passionnant parce que c'est l'une des grandes questions. Comment remplir l'avenir des enfants alors que nous, tout l'horizon est noir et nous avons très peu de moyens. Là, les enfants sont beaucoup plus intelligents qu'on imagine. Les enfants, très tôt, analysent le comportement des adultes. Les enfants, très tôt, savent très bien s'ils ont une chance ou non de réussir à l'école, s'ils savent très bien si leur famille est porteuse. Quand j'étais instituteur, un jour est arrivé un enfant, je faisais le texte libre le lundi matin, il avait écrit « Monsieur, hier, mon papa a dit que nous étions tous de malheureux. » Pendant toute ma carrière, j'ai travaillé sur cette question-là. Comment désengluer des enfants à qui les parents tiennent de tels propos? Mais ça, ce sont des cas qui atteignent la pathologie sociale. Alors, c'est évidemment ces familles que j'ai continué à suivre, parce que je continue toujours à suivre toutes ces familles que j'ai rencontrées il y a pas mal de temps. Ben, ce sont des gens qui ont développé par ailleurs des comportements extraordinaires dans les métiers manuels. Mais vraiment des habiletés, une intelligence pratique extraordinaire. Donc, ce n'est jamais perdu. Alors, il faut dire aussi que là, je ne prône pas la souffrance comme moyen de développement, mais il faut quand même rester raisonnable et savoir que dans l'humanité, le plaisir, la joie et la souffrance, ça fait un étrange cocktail, et que les épreuves de la vie forment aussi les caractères et les personnalités. Alors, qu'est-ce qu'il faut souhaiter? Ben, il faut souhaiter justement que l'avenir ne soit pas fermé. Il faut souhaiter que dans remplir d'avenir, ça veut dire donner aux enfants des espoirs de métiers nouveaux. Et là, c'est un problème parce que souvent les enfants disent « j'ai pas d'avenir ». Déjà, quand je me souviens des jeunes années qui étaient les miennes, qu'est-ce que j'avais comme métier qui se présentait à moi? Ben, il y avait le métier d'instituteur. Ne parlons pas de métier de médecin parce que c'était très rare et il y a très peu dans le village. Il y avait le métier de prêtre et puis peut-être le métier d'assurance, d'assureur parce que j'avais un père qui était inspecteur d'assurance. C'est tout. C'est tout. Et donc, par contre, dans les métiers, dans les familles, quelles qu'elles soient, il y a plein de richesses qu'il faut repérer. Et puis, il faut savoir aussi qu'il y a autour et alentour des familles des secteurs. Et là, c'est un des endroits où l'école peut jouer son rôle. Nous développons dans le concept de cité d'éducation, avec les enseignants de l'école maternelle, des visites de menuiserie, des visites d'entreprise, des visites à l'hôpital, des visites dans les centres culturels. C'est ouvrir l'horizon des métiers aux enfants. Et dans une autre rencontre, si vous voulez, avec Charles, on pourra vous en parler, nous utilisons même avec les enfants de 3 à 6 ans une petite mascotte, Polo le lapin. Et Polo, il fait tous les métiers. Et puis nous invitons aussi les parents, père qui conduit un camion, qui fait de longs parcours, à venir expliquer comment ils s'organisent sur les routes aujourd'hui. Un autre qui est sportif, comment il organise ses entraînements, et ainsi de suite. Donc, valoriser les métiers, valoriser les secteurs. Et puis, il faut vous dire une chose,
c'est que demain, plus de la moitié des métiers vont changer. Donc, il y a une certaine créativité qu'il faut travailler, respecter. Et là, il y a des institutions. C'est peut-être un des endroits où l'école peut jouer le meilleur rôle, c'est de donner, d'apporter une ouverture de l'horizon professionnel aux enfants. Et encore faut-il qu'on évite, en quelque sorte, de les enfermer dans la reproduction. S'ils ont un père technicien, ils vont devenir techniciens. S'ils ont un père médecin, mais ils vont devenir médecins. Donc, voilà, ça c'est un des grands risques. Puisque, vous savez, la société, malgré l'éducation actuellement, elle se reproduit souvent à l'identique. Là, il faut lutter. Donc, il y a plein de pratiques qu'une société peut organiser. Est-ce que vous vous rendez compte à quel point nous mourons de faim sur une montagne d'aliments? C'est extraordinaire ce qu'il y a dans cette société. On ne le voit pas, on ne le sait pas, on n'utilise pas, on ne cultive pas. Voilà. Donc, rencontrer des métiers dans des domaines les plus divers et faire jouer avec la mascotte, par exemple, les enfants 3 à 6 ans, ça donne des résultats absolument extraordinaires. Donc voilà, il faut toujours partir de l'idée que c'est possible, tout est possible si on se met à l'écoute des solutions qui existent souvent et qu'on ne voit pas. Donc il faut rester confiant et il faut savoir aussi maintenant inventer des métiers nouveaux. Et là, l'enseignement doit être revisité parce que l'enseignement, on donne des connaissances à des questions, des réponses à des questions qui n'ont pas été posées. C'est terminé cette situation-là. Maintenant, il faut aller vers le questionnement, vers la création, vers le nouveau possible. Et puis, qu'est-ce qu'il faut développer chez l'être humain? Surtout, c'est sa pensée sémiotique, son imaginaire, son pensée symbolique. Et surtout, pouvoir utiliser plusieurs langues, être sensibilisé dans le désir, dans les hobbies, avoir donc du plaisir, de la joie dans différentes activités de construction, tant intellectuelle que manuelle. Ça, c'est l'enjeu. Et ça se fait à l'école, ça se fait aussi tout en accord avec les familles et avec les familles. Et puis, je n'ai pas, il y a quantité de ressources. Je n'ai pas cité le domaine culinaire, qui est un domaine extraordinaire de qualité, d'engagement. Voilà. Donc, et même les loisirs aussi. Le problème de la culture, le problème du théâtre, ce sont tous des domaines qui sont souvent mis de côté ou déconsidérés ou peu considérés. On apprend à l'enfant à jouer des rôles. C'est au théâtre qu'on apprend ça. Et bien, dans la vie d'aujourd'hui, on nous sommes appelés à jouer plusieurs rôles pendant toute une vie. Voilà. Donc, il y a d'énormes possibilités qui s'offrent. Et la question, c'est comment ouvrir les yeux, faire ouvrir les yeux aux familles et aux professionnels. Bonjour, N'hésitez professeur. pas. Ouais. Je voulais dire aussi, en tant qu'éducateur, éducatrice, les parents aujourd'hui, ils ont une mésestime d'eux-mêmes. Essayez justement de les permettre de valoriser ce qu'ils savent faire pour accompagner leurs enfants. Ça peut être la cuisine, ça peut être la musique. Beaucoup de parents sont talentueux, mais faire ressortir en eux la créativité pour qu'ils puissent utiliser cette créativité-là pour reconstruire des liens avec leurs enfants, surtout quand le lien est rompu. Donc, il y a aussi ces outils-là que nous pouvons utiliser, faire émerger chez leurs parents les capacités qu'il a, créatives, afin de le permettre d'accompagner son enfant. Et ça, ça permet aussi de donner une valeur aux parents qui peut devenir une valeur éducative, qui peut mettre au service de son enfant aujourd'hui. Parce que le parent, c'est le premier éducateur. Je
Je propose aux responsables de l'Observatoire d'encadrer, de transcrire votre intervention et de l'encadrer et de la mettre au mur. Parce qu'elle est absolument porteuse d'avenir et extrêmement dynamique et positive. Et là, donc voilà, les parents sont talentueux, avez-vous dit. Mais bien sûr, donc vous partez d'une position, d'une vision positive de l'être humain. Bravo. Il faut faire des paris en éducation. Il n'y a pas d'éducation sans paris. Il faut parier sur le positif. Et si quand on parie, on finit par y croire, et quand on y croit, on finit par faire exister le positif. Il n'y a pas un parent, un adulte qui n'a pas une compétence quelque part. Je vais vous donner un exemple qui m'a été rapporté. C'était dans une école secondaire, dans la rue où se trouvait cette école secondaire, il y avait un bâtiment, il y avait un monsieur qui vivait seul chez lui, et un peu à la fois, les volets s'ouvraient de plus en plus tardivement, on ne le voyait plus, et le préfet de l'établissement, qui était un humaniste, s'inquiétait. Il dit, tiens, comment se fait-il qu'on ne voit plus notre voisin? Avant, il disait bonjour aux enfants, les enfants lui disaient bonjour, c'était très sympathique, on ne le voyait plus. Donc, il est allé frapper à sa porte, et là, il parle avec lui. Il lui dit, mon enfant, qu'est-ce qui se passe? Ben oui, ce monsieur dit, ben, il y a pas beaucoup de gens que je rencontre, ça. Donc, ma vie je suis en train un peu de me replier sur moi, je ne sais pas trop bon. Il dit, mais et qu'est-ce que vous faites là? Mais je joue aux cartes. Comment on joue aux cartes? Ben oui, il dit, c'est mon hobby, je joue aux cartes. Ah bon? Et si vous venez à l'école, nous montrer comment on joue aux cartes, apprendre aux enfants à jouer aux cartes. Ce monsieur est devenu le professeur du jeu de cartes à l'école. Un autre est devenu professeur de jeu d'échecs. Et encore un autre exemple qu'une assistante sociale de ma région ici, avec qui je travaille, me relatait, c'est qu'elle est allée dans une maison très touchée par la précarité, et là, elle a vu qu'il y avait, le monsieur avait construit avec des bouts d'allumettes toute une espèce de chapelle, de cathédrale, avec des boîtes d'allumettes et des allumettes. Il avait construit une espèce de cathédrale. Elle était ce qu'elle était, ce que c'était beau, c'était pas beau, mais c'était un phénomène assez extraordinaire. Et l'assistante sociale est allée voir la bourgmestre, a dit à Madame la bourgmestre, est-ce que vous pourriez me permettre de venir avec ce monsieur et sa construction extraordinaire, bizarre même, si on peut dire, qui puisse la déposer dans la salle des pas perdus, la salle d'entrée de la maison communale. La bourgmestre a accepté. Ce monsieur est venu montrer sa construction dans la salle communale où tout le monde pouvait passer et regarder, tiens, qu'est-ce que c'est, qui a fait ça? Et donc, il a obtenu une grande considération. Ben, c'est vous dire que lui aussi, dans le quartier, il est devenu un porte-parole des habiletés manuelles dans le quartier où les enfants pouvaient se rendre chez lui et suivre ses conseils. Donc, il y a plein de talents. Je n'ai pas encore dans la cuisine. Vous savez à quel point les cultures sont aussi très marquées par chacune par leur culture culinaire. Donc, ça de ce côté-là, énormément aussi. Et puis, il y a aussi le folklore. Enfin, voilà. Donc, partir du principe, c'est ça que je veux souligner aujourd'hui en matière de création de l'Observatoire de la parentalité. C'est d'avoir un imaginaire positif. C'est de croire en l'autre. C'est vraiment quasi une espèce de religion laïque qu'il faut développer, c'est la croyance que l'autre est capable. Et si vous acceptez cette croyance, si vous allez sur le terrain, si vous développez ce que j'appelle l'enquête participante, ça veut dire qu'il faut questionner les gens dans ce qu'ils font de bien. Donc, dites-moi ce qui vous fait de plaisir dans la vie. Ce que vous faites, et quand vous le faites, vous éprouvez une joie. Dites-le-moi, je vous écoute. Ben, vous allez rapporter cette pêche au talent et la faire partager. Les écoles sont malheureusement à côté de tout ça, à côté. Les écoles devraient envoyer leurs enfants en enquête participante dans leur milieu, dans les milieux chez les voisins, aller rapporter ce qui anime les uns et les autres, ce qui crée la joie de vivre, le goût de la vie, le goût de vivre.
Voilà ce que les institutions doivent apporter aux enfants et aux adultes et ce que la vie, où que ce soit, doit apporter à l'être humain. Le goût de la vie, le goût de vivre par le talent. Et là, merci pour votre question parce que là, je vous rejoins à 100%. Je peux encore vous donner un exemple, si vous voulez, de peinture. Il y avait un monsieur qui n'avait pas de noir, de peinture noire. Eh bien, il allait dans son bac à charbon avec son pinceau pour faire sur son tableau utiliser le noir, la couleur noire. C'était magnifique. Il avait des tableaux qui étaient appréciés par toute la famille. Et il les mettait au mur en plus. Donc, peu de moyens, peu de possibilités, néanmoins le désir de créer. Ce qui était derrière l'intervention de madame, c'est le désir de créer. Et c'est ce qui définit le mieux la vie, c'est la création. Bonsoir tout le monde, et je suis heureuse d'être là et d'écouter cette intervention qui est très intéressante. Il est vrai que, comme on le dit, notre structure, notre famille, parents, maman, papa, c'est vraiment le pilier de l'éducation. Il est important de la réparer, de la restructuraliser et de comprendre ce qui se passe dans la famille. Pour moi, l'écoute, l'attention, l'humanisme est très important, car la famille, c'est là qu'est l'éducation. Oui, nous devons écouter, parler, prendre en considération la famille. Il y a beaucoup de choses qui viennent de la famille. Oui, beaucoup de souffrance, mais elle vient d'où cette souffrance? D'une mauvaise écoute, d'une mauvaise attention. Oui. C'est à nous, la société, d'écouter et de ne pas critiquer. La critique détruit la famille. Oui. Comment faire? Faut-il former ceux qui s'occupent des enfants à l'école? Oui. Il est vrai que il est vrai que les enfants il est vrai que les enfants il est vrai que les enfants, quand ils sont mal accueillis à l'école, ça se répercute sur la famille. Alors, comment faire?
En tout cas, je retiendrai 2 points dans votre intervention. Le premier qui m'intéresse beaucoup, c'est l'épreuve et la souffrance. Et ça me permet de dire que dans le monde merveilleux d'éducation qui semble se dégager de mes propos, et ce que je souhaite évidemment faire passer, il y a quand même des points extrêmement difficiles et délicats pour lesquels il faut rester modeste. Nous sommes porteurs de souffrances que j'ai appelées ancestrales. Ça veut dire que nous n'avons pas abordé jusqu'ici le passé. Et donc, il y a des traumatismes que les familles vécuvent de génération en génération. Et là, c'est peut-être l'endroit le plus marquant de l'éducation. Des familles sont vraiment marquées par des scripts d'échecs rencontrés sur 1 ou 2 générations, et ça risque de se propager sur plusieurs encore générations. Ça, c'est un grand défi pour l'éducation, et pour la psychologie, et pour les psychothérapies. Un très grand défi, pour la psychanalyse aussi d'ailleurs. Donc là, il faut rester modeste et attentif et vigilant, et néanmoins espérer faire réduire en quelque sorte les effets néfastes des souffrances du passé. Et je sais si personnellement, dans mon métier, j'affronte ce genre de problème dans certaines familles. La réponse sera presque toujours la même, c'est la résilience, bien sûr, mais qu'est-ce que la résilience si ce n'est de créer des activités nouvelles? Et en créant des activités nouvelles, elles permettent de voir le passé à distance. Donc, c'est dans la création des créations positives, parce qu'attention, vous avez des actions négatives qui peuvent être créées aussi. Et là, c'est l'aliénation, évidemment. C'est la désistance. Résilience positive, désistance, effet négatif. Donc, voilà, pour ce côté-là, c'est le problème de la souffrance qu'il faut bien regarder, bien traiter, bien travailler et l'accepter. On peut l'apercevoir. Chez les enfants, on peut les voir. Et alors, vous avez parlé aussi de la confiance. On a parlé aussi de la confiance en soi. Bien souvent, il y a beaucoup de parents, suite aux épreuves de la vie, perdent confiance en eux. Et souvent, ce sont des gens qui ont grandi dans des contextes de déconsidération et qui ont manqué d'un attachement sécure et qui ont vécu souvent dans des situations critiques d'attachement insécure. Donc, là également, ça veut dire que tout n'est pas rose dans le domaine de l'éducation familiale. Et c'est pour ça qu'avec l'enquête participante, c'est pour ça qu'avec le regard sur le terrain, c'est pour ça qu'avec l'écoute, c'est pour ça qu'avec la valorisation d'activités de création, nous avançons. Nous avançons et nous faisons face, nous faisons mur, nous faisons mur contre les méfaits d'un passé délétère et en créant une vie, une espérance, une vie nouvelle. Voilà ce que l'éducation nous apporte comme réponse, et notamment avec le concept de résilience. Donc, mais il ne faut pas être naïf, hein, j'insiste beaucoup sur, vous savez que la part de création des épreuves et voire d'une certaine forme de souffrance qui transforme l'individu, c'est aussi extrêmement essentiel. Alors, vous avez parlé encore d'un autre problème qui m'intéresse beaucoup. Si vous dites si l'enfant est mal accepté à l'école, il va se répercuter sur la famille, c'est exact. Mais il y a pire encore. Si le père ou la mère sont mal acceptés dans leur travail, si tant est qu'elles en ont un, s'ils n'en ont pas, c'est aussi une malacceptation sociétale. Car tout individu a droit à avoir une activité dans une société humaine. Eh bien, ça aussi, ça se répercute sur l'éducation des enfants. Il n'y a pas qu'à l'école, il y a dans la famille, il y a dans le quartier. Voilà. Donc, il y a comme ça des lieux de régression, de fermeture, et d'agression. Et Dieu sait si l'histoire du XXe siècle nous en a fait connaître, y compris jusqu'à son extrême avec le concept d'extermination. Et comme la Martinique est dans son histoire ancienne avec l'esclavagisme, ça a été également des épreuves lourdes qui ont marqué et qui ont des influences qui parfois peuvent encore rester manifestes sur la confiance en soi. Et là, un dernier point peut-être pour la famille monoparentale que je voudrais introduire en plus dans le débat, c'est qu'une famille monoparentale, souvent sont les mères, d'accord, mais il faut savoir qu'aujourd'hui, on quitte
la stéréotypie du rôle maternel, la stéréotypie du rôle paternel, et qu'une mère peut faire un bon père et qu'un père peut faire une bonne mère. Et l'enjeu dans les familles monoparentales aujourd'hui, c'est qu'il faut apprendre à tout individu, homme ou femme, à avoir les deux composantes. Il y a en chaque être humain une composante féminine, une composante masculine. Et donc, on peut très bien jouer, avoir des comportements de type maternel ou de type paternel et de pouvoir jouer, avoir ces deux cordes à notre violon. Voilà ce que l'avenir nous réserve et ce que l'avenir attend de nous en termes de ce domaine de la conception et de la compréhension de l'éducation. Bon, bien, nous sommes arrivés au terme de notre matinée de réflexion. D'accord. Jean-Pierre, je ne sais pas si tu as un dernier mot à ajouter pour aujourd'hui, puisque je sais que tu vas nous suivre encore pendant quelques journées de cette période d'inauguration et qu'on te retrouvera le 22, mardi de la semaine prochaine, pour une conférence sur la psychoéducation. C'est ça? D'accord, pas de problème. Alors, je suis à votre disposition et c'est un plaisir pour moi d'interagir avec vous. Vous me donnez beaucoup à penser. D'accord. En tout cas, merci beaucoup Jean-Pierre. Je signale que les propos qui ont été tenus ce matin, mais j'insiste beaucoup, ça mérite de faire l'objet d'une plaquette. Hein, ce sera une première production de l'Observatoire. C'était tout à fait remarquable ce qui a été exprimé ce matin. Bon, eh bien, nous enregistrons au propre comme au figuré. Et puis, alors, cet après-midi, dans un moment d'ailleurs, Madame Le Faucheur va nous parler des questions de père absent, mère obligée, etc. Bon, donc une recherche qu'elle a menée et qui, avec un groupe de chercheurs, et dont elle va nous parler cet après-midi. D'accord? Pour l'instant, je vous invite quand on parle de Madame Le Faucheur, elle ouvre la porte. Bon, très bien. Bonjour Nadine, je t'en prie. Alors, si vous voulez bien, il y a un déjeuner qui nous attend à côté, là, hein, aujourd'hui pour l'inauguration, exceptionnellement, puisque les autres jours, chacun va se débrouiller pour son repas. D'accord? Merci à tous et à toutes. Merci Jean-Pierre, et puis à très bientôt, à tout à l'heure pour nous. Ok. Bon appétit. Merci, bonne soirée. Bonne soirée.